Alors, la substantifique moelle. Je vais donner quand même la parole à Arnaud en premier, parce que quand même, il l'a dit légèrement tout à l'heure, mais il est président du Comité national épilepsie. Épilepsie France en est vice-président. La Ligue française contre l'épilepsie, qui représente les neurologues, épileptologues du milieu hospitalier. Et vous avez aussi après l'association EFAP et puis Bretagne, après je sais plus qui. Les directeurs d'établissement, etc. Donc voilà. Enfin, la Ligue française, c'est les professionnels, ils ne sont pas forcément médecins, hein. Mais pour l'avoir présidé pendant quelques années. Non, ce que je voudrais retirer de la journée, alors d'abord c'est féliciter quand même, parce qu'il y a eu un énorme travail fait, et c'est un travail qui vient de la base, si je puis dire, qui vient pour essayer d'améliorer la vie. Les médecins sont peut-être plus orientés vers le avoir et lutter contre le avoir, donc essayer d'empêcher les crises, mais ils sont beaucoup moins avertis du être, c'est-à-dire des aménagements dans la vie qu'il va falloir adopter. Et là, je crois qu'on a saisi les principales questions, c'est-à-dire le travail, l'intégration, l'école, l'intégration à l'école, c'est-à-dire les transports. Ça, c'est tous les jours, on a des problèmes de transport. Comment je vais faire pour emmener mes enfants à la crèche? Vous vous rendez compte, quelquefois, on prend le risque d'emmener ses enfants à la crèche alors qu'on a une épilepsie. Ça peut avoir des conséquences gravissimes. Donc il y a énormément de choses qui tournent autour de ça. Et puis on a vu aussi, et ça je pense que ça va progresser peut-être grâce aux travaux qu'il va y avoir avec la publication HAS, mais sur le parcours de soins. Mais encore une fois, on risque d'être un peu en retard, puisque comme je vous ai dit, le diagnostic et le traitement établi après la première crise dans les 48 heures semble avoir un pronostic nettement meilleur que si on le fait au bout de 15 jours. Or, les recommandations vont tourner autour de 15 jours dans le parcours de soins. Bon, c'est un travail genevois qu'il faut confirmer, hein, mais les courbes qu'elle a montrées étaient quand même stupéfiantes. Hein. Sur les 2-3 ans qui suivent la première crise, le pronostic est différent si vous traitez dans les 48 heures. C'est quand même fou. Donc, il y a encore des choses à apprendre et des choses à progresser. Et puis c'est vrai que c'est un premier point, mais on va continuer à se tourner vers l'avenir, hein, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que c'est une étape, et il y a probablement d'autres contributions qui vont devoir s'additionner. Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais on en a reparlé là, les personnes âgées, tout ce qui tourne autour de la démence, et l'épilepsie, parce qu'on sait qu'à chaque crise d'épilepsie, quand elle est généralisée, la personne qui a une démence, pouf, perd 10 points. Et ça ne se rattrapera pas. Et on pense maintenant, par des enregistrements qui ont été faits en intracérébral chez les personnes âgées, qu'il y a probablement énormément de démences qui font des crises d'épilepsie, qui sont des crises d'épilepsie focales, et qui sont surtout nocturnes. Et nocturne, ça veut dire que c'est le moment où vous construisez votre mémoire. Et donc ça expliquerait peut-être une partie de ce qui arrive dans les troubles démentiels. Hein, c'est-à-dire que votre mémoire ne peut pas fonctionner puisque vos hippocampes sont en train de faire des crises pendant la nuit. Ce n'est pas visible, mais ça peut s'enregistrer. Et donc on a peut-être aussi là une petite fenêtre, pour empêcher les gens déments de s'aggraver, ou s'aggraver plus vite, et 2, peut-être pour empêcher que les patients qui ont une épilepsie ne deviennent eux aussi n'aient des problèmes de mémoire qui s'aggravent très vite. Et donc, parce qu'on le sait tous, qu'il y a une mémoire qui travaille, enfin qui est flemmarde, disons, chez les patients épileptiques au bout de quelques dizaines d'années. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, peut-être ouvrir à ça. La deuxième chose sur laquelle je voulais ouvrir, c'est en pensant à nos partenaires directeurs d'établissements, c'est que un petit pourcentage, 10% peut-être, des patients épileptiques ont besoin d'une structure qui les entoure. Et on n'en a pas beaucoup parlé encore. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et je pense que le prochain livre blanc va devoir peut-être insister sur cette partie. Et le troisième sommet aussi. Et le troisième sommet, bien sûr.
Non, mais il faut... Ouais. Une petite pause avant, bon. Non, je veux dire par là qu'il y a des choses où il faut enfoncer les clous, quoi. On est bien d'accord. Donc, je rajouterais à ce que vient de dire Arnaud un point qu'on n'a pas abordé dans le livre blanc, mais que je ne peux pas expliquer pourquoi là, dans les médias, qui est tout ce qui sont les épilepsies liées, les épilepsies avec les contraceptions, la grossesse, etc., et qui a été mis de côté. On m'en a reparlé dans la journée, mais tout ce qui était habitat inclusif aussi. Donc il y a plein de petits thèmes, enfin petits, excusez-moi du terme, mais d'autres thèmes qu'on n'a pas abordés, mais qui n'étaient pas les 6 thèmes principaux que nos adhérents nous ont sollicités. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, et on ne pouvait pas aller sur tous les autres thèmes qui étaient sollicités. Déjà, le travail était un petit peu titanesque. Désormais, un sommet tous les 6 mois. Je ne vois pas d'autre solution. Non, parce qu'il y a du boulot avant le sommet. Je pense pouvoir dire et attester que autant Hélène Gaudin que Marie-Caroline Lafay, qui se trouvent par là-bas, si je leur dis dans 6 mois on refait un sommet, déjà moi je pars en vacances et d'abord 6 mois et après on en reparle. Moi je vous propose de les applaudir pour ce qu'ils ont fait quand même, parce que c'était énorme. Bravo. Je vais quand même préciser des petites choses. Vous avez là-bas un photocall pour ceux qui veulent accepter de faire une vidéo ou une photo devant le photocall, vous pouvez le faire là dans la demi-heure qui vient. Il faut s'adresser à Victoria, la jolie demoiselle. Si vous voulez faire des dons à l'association, on est preneur sur le site internet, tout ça, il n'y a pas de souci, on prend. C'est notre seule ressource à l'heure actuelle. Et je voulais remercier Anne Jean-Blanc, qui a animé cette journée avec brio et efficacité. Essayez de vous couper le micro de temps en temps. Qui a boycotté ma parole plusieurs fois, mais elle a eu raison. Mais vraiment, merci. Anne. Alors, pour terminer, moi, je voudrais dire que vous avez encore la parole une dernière fois, parce qu'on avait prévu quelques questions. Oui. Donc, avant de se dire au revoir et merci, est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 sujets qui vous tiennent à cœur sur lequel vous voudrez qu'on essaie de vous répondre? Vous avez deux éminents spécialistes, et profitez-en. Allez-y, madame. Merci pour tout. Je pense que ça fait partie des sujets que vous n'avez peut-être pas choisis pour ce sommet, en fait. Et on évoquait tout à l'heure le rôle de l'industrie pharmaceutique. J'ai cru comprendre, donc je suis totalement néophyte en fait en la matière, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des excipients ou des additifs dans les médicaments anti-épileptogènes qui ont des effets secondaires importants, en fait, dont le dioxyde de titane, par exemple, qui est interdit dans l'alimentation, mais qui est autorisé dans l'industrie pharmaceutique et qui génère des problématiques d'absorption de nutriments, donc qui peut influer sur des variations de poids, qui peut influer sur l'absorption de vitamines, voilà. Donc en tant que vraiment néophyte totale et complète, j'évoque cette question et savoir si c'est vrai, dans le cas où ce serait vrai, quels moyens avons-nous en tant que citoyens, en tant qu'aidants, en tant que malades, d'influer sur cette industrie pharmaceutique et le choix des excipients qui sont faits. Alors, bon, déjà, ma première réponse, elle sera différente. C'est-à-dire que, pas attendu, j'imagine par vous, aujourd'hui, on a une vingtaine de molécules qui fonctionnent dans le cadre de l'épilepsie. Cette problématique-là, passée, et en l'état de la recherche pour le moment, ça veut dire que si, aujourd'hui, on ne donne pas un traitement à un patient qui est efficace, le risque, c'est le décès. C'est l'un des points dont on n'a pas parlé, qui sera parlé de toute façon dans un prochain sommet, c'est tout ce qui est comorbidité liée à l'épilepsie, qui est quand même significative. Donc, je dirais que passer ces molécules-là, il n'existe pas d'autres solutions à l'heure actuelle pour pouvoir soigner, pas guérir, mais au moins éviter ou limiter les crises, puisque c'est limiter le volume de crise. Après, tout ce qui est excipient, etc., vous avez une autre problématique qui est celle de la... Alors, le mot exact, Patrick me dirait, mais... Oui, voilà, Patrick, je vais laisser répondre. Mais où le médicament va se diluer avec un temps nécessaire.
Bonjour. Alors, en fait, le dioxyde de titane, c'est pas un excipient, c'est quelque chose qui est là uniquement pour colorer. Et là, il faut bien comprendre que les labos font pas ce qu'ils veulent. Il y a quand même pas mal de situations pour lesquelles on a un même médicament, une même molécule qui est disponible sous plusieurs formats, sous plusieurs tailles, plusieurs dosages. Donc, les laboratoires ont l'obligation de faire une différenciation entre ces différentes molécules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une molécule, pour un dosage donné, la boîte a été validée avec un trait jaune, le cachet doit être blanc ou un petit peu plus jaune ou un petit peu plus bleu. Enfin voilà, les labos ne peuvent plus le changer comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Sur le dioxyde de titane, à l'heure actuelle, tous ces colorants ne relèvent pas de la NSM en fait. Ça relève des normes nutritionnelles. Et actuellement, il n'y a rien de prouvé formellement sur le dioxyde de titane. Donc on sait que c'est un sujet de recherche. On sait qu'effectivement, il y a des légers doutes, surtout qu'en plus, quand on prend des médicaments antiépileptiques, c'est pas pour 6 mois, c'est pour des années. Donc il y a peut-être un effet dosage qu'on ne connaît pas, effectivement, mais c'est pas du tout la priorité, malheureusement. Mais c'est pas parce que c'est pas la priorité qu'on travaille pas dessus. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est au niveau des autorités sanitaires, enfin, que ce soit la NSM, la Haute Autorité de Santé, l'INSERM, l'ANSES, tous ces gens-là sont au courant de cette problématique, travaillent dessus, mais voilà, on est sur des dosages qui sont quand même extrêmement faibles en dioxyde de titane. C'est bien plus faible que ce que vous trouvez dans votre alimentation quotidienne. Est-ce qu'on peut aussi avoir l'avis du médecin? Oui, bah ça. Bon, je ne suis pas un spécialiste du dioxyde de titane, mais il faut bien voir que maintenant, pour qu'un médicament soit admis et en vente, il y a 15 ans d'études qui sont passées derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de ces médicaments-là qui existent depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et je pense qu'on aurait perçu quand même, s'il y avait vraiment des risques importants, ça se saurait. Moi, je voudrais quand même faire comme Hervé tout à l'heure, c'est-à-dire souligner que si j'ai appris l'épileptologie, c'est grâce au laboratoire. C'est grâce à un laboratoire français d'ailleurs, qui nous a chaque année fait une formation de 3 ou 4 jours. Je peux vous dire que les intervenants disaient ce qu'ils voulaient, et même du mal du médicament, puisque c'est là que j'ai appris que le valproate pouvait avoir des risques pour la grossesse, dans les années 86-87. Vous voyez, et c'était le laboratoire qui organisait la réunion et qui déjà disait que, laissait dire en tout cas aux médecins qu'il pouvait y avoir peut-être quelque chose. Donc, très sincèrement, ils nous ont formés à l'EEG, ils nous ont formés à l'EEG très complexe même après, ils nous ont formés en effet pour essayer que les gens puissent conduire au moins dans la légalité quand ils pouvaient, etc., etc. Et ça, c'est impossible à faire universitairement. Moi, j'ai essayé d'organiser des cours, mais on nous empêche de le faire. On n'a pas de sous. Il faut débrouillez-vous, faites ça en télémachin, et vous parlez devant un écran où il y a des petits carrés. Non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Donc, on est maintenant empêché de faire ce type de formation par les gens qui sont à l'étage au-dessus, je pense. Mais voilà. Est-ce que vous voulez qu'on monte tout de suite? Je peux vous assurer que je ne roule pas en Porsche, d'accord? Non, c'est des étudiants en médecine qui ont réclamé. Enfin bon. Ouais, vas-y. Ce n'est pas du tout le ministère de la Santé, ce n'est pas du tout le CNIS. Prenez un micro, monsieur, parce que je crois que c'est enregistré. Le Conseil national de l'ordre des médecins, tout simplement, qui interdit les formations, certains types de formations. Sachez qu'à l'heure actuelle, si je peux me permettre... Il faut prendre un micro, monsieur, c'est enregistré. Merci. Ceux qui me connaissent savent que je le répète régulièrement. Eh bien, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui interdit certaines formations, notamment au niveau de l'épileptologie et au niveau de l'électroencéphalographie, aux internes. C'est-à-dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites au Conseil de l'ordre. Et deuxièmement, et là ça doit vous toucher très fortement, je l'espère, aux médecins étrangers qui exercent en France, mais qui ne sont pas inscrits au Conseil national de l'ordre des médecins. Sachez qu'il y a un fort mouvement pour essayer de montrer qu'il faudrait peut-être faire autrement, mais certainement dans des meilleures conditions pour les plus jeunes. Et là, c'est très important, parce que ce sont des formations qui sont organisées effectivement par l'industrie, et comme c'est l'industrie, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre aussi, parce qu'il y a eu des excès.
des excès en France, ailleurs, et encore maintenant. Il y a encore des excès. Je dirais qu'en Europe, c'est tout de même très bien contrôlé de façon très générale. Mais comme d'autres l'ont bien dit, c'est parce qu'on grille un stop qu'il faudra supprimer les stops, n'est-ce pas? Et là, il faut tout de même réfléchir ensemble. Et pour ma part, je pense que les associations de malades ont également leur rôle à dire dans ce type de discussion, qui interviennent au niveau de la Haute Autorité de Santé également. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro, monsieur? Voilà, merci. Ah, c'est la petite gym du soir avant de partir, là. Oui, bonjour. Alors, vous avez parlé du Conseil national d'ordre des médecins. C'est un peu hors sujet, mais... Et le désert médical, monsieur, vous en avez parlé ou pas? Quand on regarde les reportages ou pas? On ne peut pas aborder tous les sujets. Je sais bien, c'est une question en fait en général parce qu'on est, entre parenthèses, en galère. Ça c'est d'une part. D'autre part, à l'époque, en l'an 2000 à mes 18 ans, 2 ans après, on m'a attribué une carte par la Cotorep. La carte était de 10 ans. Maintenant, il faut cavaler. Je le dis, mon épouse est là, elle est partie en fait là. Je suis un poids lourd pour mon épouse. Elle fait partie des aidants. D'une part, par rapport à l'épilepsie pharmaco-résistante, entre 10 et 15 mensuels. Donc, besoin d'accompagnement. Veuillez m'excuser, mais je leur ai dit à la MDPH, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, vous devez être accompagné. Il y a 10 ans, c'était 4 heures quotidien. Après, 5 ans. C'est une carte de 5 ans, 2 ans d'études pour le dossier. D'accord? Attribué, c'est 5 ans. Donc, il faut soustraire les 2 ans. D'une part. D'autre part, on descend à 2 heures. Pour mon épouse, j'aimerais bien, et elle aimerait bien, qu'elle travaille. Qu'elle fasse un travail, qu'elle cotise, qu'elle ait un avenir. D'une part, veuillez m'excuser aussi. Et après, c'est, monsieur, 55 minutes. Peut-être que ça ne se voit pas, là, à part l'épilepsie entre 10 et 15 mensuels. Le professeur l'épileptologue, docteur Viviane Bouret, ouais, elle fut là. Je ne sais pas si elle est encore là, mais bon. Quelle est votre question, monsieur? La question, elle est simple. Pourquoi on est rabaissé en tant que tel? Parce qu'il faudrait savoir aussi que alors, là, l'État ne fait pas son travail parce que je suis aussi... Je ne dispose pas de bras ni de jambes. Monsieur, voilà. C'était bien tout le sujet de l'association qu'elle a tenté de vous présenter aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ça a été l'une des thématiques sur justement les sensibilisations, les préjugés et la première vidéo qu'on a montrée ce matin que Eva Ménard nous a permis de diffuser, c'est bien ça. C'est de justement tous ces préjugés qu'ils tombent. Maintenant, vous avez dit aussi dans votre remarque que tout ce qui était statut au niveau handicap, MDPH, etc., était en cours de renouvellement. Il me semble que depuis quelques mois, dorénavant, il est définitif. C'est-à-dire que votre situation n'est plus à justifier au long cours depuis le 1er janvier 2022, je crois. Une fois que ça a été décidé, il n'y a que le taux qui peut varier, et encore, c'est très très limite, mais à partir du moment où le statut a été acté, il est acté dorénavant. Maintenant, comme vous avez vu, aujourd'hui, vous aviez Madame Autier qui était là ce matin dans les échanges, qui représente la CNSA, et qui, elle, donne des indications à la MDPH, c'est ce qu'elle a précisé dans son interlocution. Et justement, elle a dit qu'elle allait à nouveau et retravailler avec le milieu associatif comme ça a été fait il y a 7 ans, mettre à jour, rediscuter et peut-être mettre en avant des points que vous soulevez, mais des points que nous avons soulevés tout au long de la journée. Avec des recommandés, on a aussi... Alors, je pourrais ajouter qu'on passe aussi beaucoup de temps à faire des formations auprès des MDPH parce que c'est une maladie qu'ils ne connaissaient pas très bien. On passe beaucoup de temps à faire des formations auprès de Cap Emploi. Dans notre consultation épilepsie et travail, maintenant, il y a toujours quelqu'un de la MDPH, toujours quelqu'un de Cap Emploi. Et donc, c'est des choses qui avancent. Ça avance, mais il faut que ça se mette en place petit à petit, puisque ce n'était pas dans leur registre, disons, l'épilepsie, c'était à part. Donc, mais ce type de sommet et ce type de livre blanc, c'est fait pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière question, s'il vous plaît.
Une question sur les génériques. Est-ce qu'aujourd'hui, les génériques sont supprimés pour les épileptiques, enfin, c'est pour les anti-épileptiques ou pas? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des difficultés avec la galénique des médicaments notamment. Et voilà, on aimerait savoir qu'on pourrait avoir que... Le spécialiste du médicament à Épilepsie France, c'est Patrick. Mais il va le dire tout de suite si je dis une bêtise. Et on dirait que je n'ai pas d'état d'âme si je dis une bêtise. Mais globalement, de mémoire, si un patient prend un générique, il est plutôt conseillé de prendre le même générique tout au long de son traitement. S'il prend un princeps, qu'il prenne son princeps tout au long de son traitement. C'est la problématique dans le traitement des maladies chroniques en général, n'est pas du générique ou du princeps, c'est de la continuité de la même molécule et du même excipient du médicament qui, lui, va avoir des interférences. Donc, si on vous dit de prendre tel médicament, il faut continuer ce médicament-là tout au long, à partir du moment où ça fonctionne. Est-ce que j'ai dit des bêtises, Patrick ? Je t'en remercie. Alors, je peux ajouter, il y a des petites variations entre le générique et le non générique, mais la relation qu'a quelqu'un dans une maladie chronique avec son médicament, c'est pas que de la chimie. Et quand vous avez évité de faire des crises pendant des années avec un médicament de couleur bleue, de telle forme, de tel goût, et quand vous le changez, ça va plus. Ça peut être source de stress, de problèmes de sommeil et de crise. Voilà. Et donc, je pense que quand quelque chose marche, ne changez pas. Et moi, je mets quelquefois sur mes ordonnances ne pas changer de marque de générique. Parce que les génériques fonctionnent. On est bien d'accord. Alors maintenant, il y a l'autorisation de mettre non substituable MTE, marche thérapeutique P3, qui marche pour presque tous les antiépileptiques, mais pas tous. Mais ceci dit, les pharmaciens ne savent pas. Ils savent que c'est les antiépileptiques. Et on peut encore utiliser cette notion. Mais je vais reprendre un exemple. Il y avait peut-être du dioxyde de titane dans l'enveloppe de ce médicament. Un médicament qui était utilisé, c'était avant la génération des génériques. Et il était orange. Et il est devenu orange clair. Eh bien, il y a énormément, alors que c'est d'une gélule, donc la poudre était dedans, c'était la même poudre. Eh bien, il y a énormément de patients qui disaient, le nouveau, il me réussit moins bien. Et puis quelques-uns qui disaient, ah ouais, le nouveau, il est vachement mieux, ça marche mieux. C'était exactement la même poudre, dans le même... Mais la relation qu'on a avec son médicament, ça n'est pas que de la chimie. Il y a aussi quelque chose derrière. On a confiance, on n'a pas confiance, etc., etc. On va s'arrêter sur la confiance. Voilà, et on va conclure. Moi, je tenais à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés dans l'organisation de la journée, tous les bénévoles qui ont écrit, tous les experts qui nous ont permis de contribuer, qui ont contribué au livre blanc, et surtout tous les experts qui sont venus parler aujourd'hui, les intervenants. Ils sont pas tous, beaucoup sont partis, mais je les remercie beaucoup parce qu'ils le verront au live et en replay sur YouTube ou autre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hélène, elle voudrait ajouter quelque chose. Hélène, elle ne peut pas. Elle peut pas s'arrêter comme ça, Hélène. Comment, Hélène ? Ah, si elle voulait faire discret, c'est raté. Là, je vous assure. Voilà. Alors, je vous présente Hélène Godin. Non, mais je suis désolée. On n'en a pas parlé, mais l'association, si on en a parlé, on a 78 antennes territoriales. Donc, si vous avez besoin d'échanger ou de poser des questions, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour ça. Et puis, je suis une femme vénale. Donc, l'association ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et on a besoin d'adhérents. Vraiment, on a besoin d'adhérents et de dons pour faire de la communication, pour sensibiliser, pour faire tomber les préjugés. Et une journée comme celle-là, vous vous doutez bien, voilà, c'est pas totalement gratuit. On a beaucoup investi en énergie, mais aussi en argent. Et du coup, comme on ne vit pas non plus des laboratoires pharmaceutiques, même si ils sont utiles, mais on ne travaille pas avec leur argent. Donc, on a besoin de sous. S'il vous plaît, adhérez à l'association. Eh bien, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup.